tous, ici Manga Anime Fan. On se retrouve aujourd'hui pour le nouveau bilan lecture, le bilan lecture du mois de mai 2023. Donc, sans plus tarder, gênez-vous pas, mettez un beau pouce, abonnez-vous, puis dites-moi ce que vous avez lu dans le mois de mai. J'ai au moins une personne qui va me communiquer ça, je le sais. Les autres, gênez-vous pas, ça me fait plaisir de parler avec vous dans les commentaires. Et dites-moi aussi ce que vous attendez pour le mois de juin. C'est quoi vos grosses lectures qui s'en viennent? Moi, je sais que j'ai mon coffret de Baki qui s'en vient. J'ai hâte de lire les prochains tomes de Baki. Donc, sans plus tarder, on passe aux maisons d'édition qui ont le plus dominé mes lectures ce mois-ci. Donc, c'est parti. On commence avec la première maison d'édition, celle qui m'a vu lire le plus de tomes, Kana. Donc, les éditions Kana avec un gros 10 tomes ce mois-ci. Ça me surprend même pas vraiment, mais bon, c'est la vie. Donc, j'ai lu le tome 45 et 46 de Détective Conan. J'avance enfin, je me suis mis un but qu'à chaque fin de semaine, je lisais un Conan, étant donné que ça me prend du temps à lire. Ça va ralentir mes lectures, je vais peut-être avoir moins de tomes de lus par mois, mais il va y avoir du Conan à chaque mois parce que je veux avancer. Et donc ici, on se retrouve avec plusieurs enquêtes, encore une fois. Des enquêtes qui sont sympathiques, puis qui m'ont laissé comme... avec des belles histoires, mais tu sais, c'est rien de vraiment intense. Jusqu'à temps que Conan commence à réaliser que le numéro de téléphone qu'il a entendu, l'adresse courriel, était en lien. Il pense avoir trouvé l'adresse courriel du grand boss des Hommes en Noir. Et c'est l'affaire la plus intéressante qu'on a eue depuis un petit bout. Il pense que... Et dans le tome 46, on va avoir le droit de revoir un arc avec l'insaisissable Kid. On le voit pas assez pour que l'arc soit prenant. Il est brièvement là en toute fin de chapitre. En mode genre, yo, je suis là. C'est pas comme l'arc qu'on a eu il y a quelques tomes avec Kid, justement, qui était vraiment bon. Et que c'était vraiment une course contre lui, pis c'était le fun. Là, c'était juste genre, ok. Mais ça reste 2 tomes qui m'ont bien plu, encore une fois. Donc, j'ai hâte de continuer d'avancer. Il devrait en avoir au moins 3 dans le mois de juin, si c'est pas 4. Ensuite, j'ai lu le 8e tome de Togananki. Un tome focusé sur l'action. On va continuer le combat ici. Des Momotaro contre les Oni, bien sûr. Et c'est un échange de techniques vraiment intéressantes que j'ai vraiment apprécié dans le premier combat. Et ensuite, on va se ramasser avec notre protagoniste, Shiki, qui va devoir se battre contre, je dirais Momoka. Mais c'est pas Momoka, c'est Momodera, whatever. Contre le gars qu'il considère comme son ami. Et Shiki va nous démontrer que ses techniques, il va les améliorer pendant le combat. Parce qu'il va se battre et faire genre, wow, ok, l'autre est capable de contrôler 4 armes à feu. Ben, moi, je suis pas capable d'en contrôler plus qu'une. Donc, tout d'un coup, je vais être capable d'en contrôler plus qu'une. C'est juste... C'est prévisible. On sait où ça s'en va. C'est pas mauvais, par exemple. Ça m'a pas déplu. C'était une lecture agréable. Voilà, c'est ce que j'en dis. Ensuite, j'ai lu le tome 37 d'Hunter. Hunter? Avec son bel effet doré dessus qu'on voit ici, miroir. Ouh. Tome 37, ça fait longtemps qu'on l'attendait. Je suis à jour sur les chapitres, donc j'ai lu l'équivalent du tome 38 que je trouve supérieur en tout point à ce tome 37. Mais en réalisant le tome 37, rapidement, tu te rends compte que tout s'emboîte bien dans cet arc et que tout commence à porter fruit. Mais ça reste un arc très lent et très long. Mis en preuve par des chapitres avec du texte qui disent bonjour. Je vois plus de texte que je vois d'images dans une page comme ça. C'est long à lire. Il y a un chapitre qui m'a pris une demi-heure à lire. Puis c'est de la relecture. C'est pas normal. Mais, regardez encore. Wouh, texte! Wouh! Mais on a quand même des designs intéressants. On voit de plus en plus les princes développer leur naine, développer leurs monstres et tout. Il n'y a pas grande résolution, il n'y a pas grand chose. On attend un petit peu parler de la brigade fantôme, en sachant qu'ils vont probablement revenir. Hisoka est encore là quelque part. On va le revoir bientôt. Mais ça reste une lecture agréable, c'est du Hunter x Hunter.
Donc, j'ai rien à redire de plus. Ensuite, j'ai aussi lu le tome 16 de Boruto. C'est beau, j'ai lu le tome 16 de Boruto. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est Boruto. Les chapitres récents sont vraiment bons. Ces chapitres-là, c'est du Kawaki puis du Boruto qui s'ostine puis qui s'ostine. Avec Ada qui commence tranquillement pas vite à arriver avec Code qui fait genre yo, Kawaki qui fugue. Code qui fait hey yo! T'as fugué! Viens-t'en, on va se battre. Fait, c'est pas si intéressant. L'intrigue avance un petit peu, mais sans plus. Boruto va se battre contre Code, mais c'est un premier combat. C'est même pas genre important plus qu'il faut parce qu'on sait très bien que ça apporte rien de plus. Puis les prochains tomes vont être pires. Ben, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, j'ai lu le tome 12 de Mission Yosakura Family. Tome 12, Taiyo a réussi son examen, donc on passe dans des chapitres un petit peu plus humoristiques pour débuter le tome. Kyoichiro qui en devient un enfant, et tout. Jusqu'à temps que Taiyo aille interviewer le docteur, après quelques pages quand même de petits chapitres humoristiques, et que le père de la famille débarque et se fasse attaquer par tous ses enfants en mode genre « T'as pas rapport ici, pas! » Et là va commencer un arc où c'est que le but va être de retrouver Momo Yosakura, Momo Yosakura, je vais le dire comme du monde. Et on va avoir encore des petits chapitres humoristiques jusqu'à temps qu'on arrive et que l'arc commence tranquillement pas vite en fin de tome. C'est pas le meilleur de Yosakura, surtout qu'on vient de lire un arc vraiment le fun. Mais ce qui s'en vient est vraiment le fun aussi. Pour moi, Yosakura reste quand même un up and down, up and down, up and down depuis le début. Ensuite, j'ai lu le tome 7 de The Elusive Samurai. Un tome qui met en place tellement de choses. Puis qui pourrait comme mettre en place un arc final. Mais j'ai pas l'impression que la série va finir tout de suite. Pas sûr que ça va être une si longue série, mais bon, c'est mon impression. Donc, on est encore à la ville... à la capitale, dans le fond. Leur but va être de trouver une méthode de fuite pour s'en aller. Et nos héros vont vraiment juste rencontrer des personnages emblématiques de la capitale, dont la personne qui a trahi le père de notre héros. Et il va se dire « Oh my gosh, j'ai une chance de tenter un assassinat dessus. » C'est intéressant. Donc, ils vont planifier une tentative d'assassinat la même journée que son oncle va en faire une aussi. Mais ça va des visuels comme ça qui nous révèlent que la personne est trop puissante et que notre petit seigneur fait genre « Wow! No! Bye bye! » Et il peine à s'enfuir. Donc, c'est ça. Et on va arriver à la fin, on va savoir qu'on a une méthode pour rentrer à la capitale, une méthode pour ci. Il faut juste savoir par où attaquer. C'est bien amené, c'est bien fait. J'ai hâte de voir par où on s'en va. C'est de la mise en place en fin de tome et d'une certaine façon tout le long du tome, mais c'était de la bonne mise en place. Sinon, j'ai aussi lu le tome 10 de Undead and Unlock. On continue l'arc de Spring. Un arc qui va commencer avec un combat Billy contre Andy. Un très beau combat qui se fait entre immortels. C'est une bonne relecture pour moi, Undead Unlock. J'ai du plaisir à les relire, surtout j'aime de plus en plus la série. C'est juste comme ça. Et Foucault va arriver devant Spring, qui va occuper une très grande partie du tome. Et il va lui lancer un duel de jeu. Il faut qu'elle remporte 2 manches sur 3 contre lui. Il est un peu possédé par Dieu, il veut se battre, il est intense. Ils font un combat de toupie, c'est quand même bien pensé. Et après ça, ils vont faire un petit combat de cartes. Le premier qui trouve la paire de cartes gagne les points. C'est bien fait, c'est une manière que l'auteur a trouvé pour nous montrer les buts de différents négateurs. Et ça reste le fun. C'est pas le meilleur combat contre un Uma, mais ça reste amené d'une façon intéressante et différente. Voilà. Et sinon, j'ai aussi lu les tomes 9 et 10 de la version Hokage de Naruto. 9 et 10, c'est l'équivalent du tome 17, 18, 19 et 20.
Donc, l'arc Rasengan, surtout ici, où Naruto va apprendre son Rasengan, Sasuke va se faire péter par Itachi. C'est le fun de relire. Cet arc, ça reste l'arc que j'aime le moins, officiellement, de Naruto. Je trouve qu'il est long. Je trouve que c'est plate, la poursuite pour Tsunade. Jusqu'à temps qu'Orochimaru se pointe, pis c'est vraiment long avant que ça arrive, le début du combat qui est à la fin du temps. Une fois qu'Itachi s'est en allé avec Kisame, il n'y a plus rien dans ce tome-là à mes yeux. Puis après, on arrive au tome 10, qui à mes yeux reste de loin supérieur. J'adore aussi avoir les couvertures qu'on avait dans le job. Naruto en rock band, c'est cool. Mais là, on a le combat, puis le combat restait vraiment le fun à regarder. Surtout en plus grandes images, meilleure qualité et tout. C'est vraiment agréable de voir ce combat. Et la deuxième partie, ben, c'est Sasuke contre Naruto, le début. Et Sasuke qui se fait attaquer par le Quartet d'Otto. Donc, c'est quand même bien mené. C'est Rock Lee aussi qui va avoir sa décision à prendre. J'ai déjà hâte de lire le prochain tome. Je suis pas mal à jour. En mai est sorti le prochain que je vais lire. Pendant qu'en juin, je reste à jour dans les tomes de Naruto sortis en France. Mais, ouais, je suis satisfait de cette relecture. Donc, passons à la prochaine maison d'édition. La deuxième maison d'édition qui a vu le plus de lectures ce mois-ci, Denko Tonkam avec 9 tomes. Oh my gosh, ça fait beaucoup de tomes. Chez Denko Tonkam, bien entendu, et soleil, mais il y a peu de soleil, c'est très rare. J'ai lu le tome 6 de Darling in the Franxx. Un tome 6 qui m'a vraiment plu. On rencontre une ennemie qui est comme Zero One-ish. Je me souviens plus vraiment de son nom, mais je pense que c'est pas mal Zero One. Mais en tout cas, c'est comme la presque sœur de Zero Two. C'est comme l'ennemi ultime officiel de la série rendu là, parce que ben, il reste 2 tomes. Je vois pas grand chose de plus. Et elle va rentrer en contact avec l'autre unité, qui n'est pas celle qu'on connaît. L'unité ici, justement, qui est sa cover, recto versa. Et va les décimer solides, sauf 2 qui vont rester en vie. Et après ça, on va, nos héros, essayer de trouver un compromis pour les sauver, pour pas qu'ils soient exécutés. Et c'est quand même bien amené. On rencontre un petit peu, on voit c'est quoi la vie d'adulte dans cet univers. C'est pas palpitant, pas en tout. Les scènes d'action sont prenantes, encore une fois. J'ai vraiment apprécié. C'est une lecture qui se lit bien, qui se lit vite et qui... mais qui me laisse me dire j'ai hâte de continuer. Les dessins de Kentaro Miura restent exceptionnels. J'ai jamais rien à redire contre ça. Puis c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Voilà. Ensuite, j'ai lu les tomes 20 à 25 de Jojo Leon. Donc, je suis à jour sur l'apparition québécoise. Au Québec, on attend le 26. C'est sûr que le 27, quand il sort en France, je l'achète pour l'avoir immédiatement, mais le 26, je peux attendre les 2-3 semaines qu'il me reste à attendre avant de le lire. Donc, on continue. C'est pas mal l'arc final qui commence, si je me souviens bien, dans le tome 21, peut-être? Il faut juste que je vérifie. Ouais. On a l'arc avec le Dr. Wu dans le tome 20 et Mitsuba, qui est quand même assez intéressant. Un arc qui m'a surpris. C'est là que comme, tout commence à s'emboîter. Et progressivement, on se dirige vers l'arc final qui commence dans le 21. Dans le 21, on commence qui est avec une figure énigmatique, un docteur qui monopolise la couverture du 23, que quand tu le suis, ben tu te ramasses à avoir des malheurs qui t'arrivent dessus. C'est genre, hey, je vais aller le voir. Ah, j'ai reçu une porte d'en face. C'est aussi simple que ça. Mais c'est intéressant, on en apprend plus. Oui, j'ai vu c'était qui allait être, que c'était un stand, puis que tout. Je l'ai vu venir, j'ai vu c'était qui le personnage, c'était sûr, mais ça reste quand même assez intéressant. Le combat est très bien mené pour l'instant, et nos différents protagonistes ont tous quelque chose à faire. Le nouveau Rokakakaka est en train d'arriver, Yasuo va l'utiliser dans le tome 25, et c'est quand même intéressant. T'sais, on a toujours des dessins de la folie avec Araki.
J'ai hâte de voir comment finit cet arc dans les 2 prochains tomes. J'ai vraiment hâte de voir. Puis après ça, que Jojo Land sorte en français, ça va être la petite perle. Mais bon, voilà. Ensuite, j'ai commencé Blue Box. Oh. Premier tome de Blue Box. Ça parle de quoi? C'est l'histoire de Taiki, Inomata, qui a un coup de foudre. Il est en amour avec... on va commencer par... Il fait du badminton. Il est en amour avec la star du basket, Chinatsu. Donc, il est en amour avec. Voilà. Et quiproquo, et non, je rigole. On va commencer par voir qu'il veut y parler. Il va finir par y parler rapidement quand même. Et tout d'un coup, on va apprendre que Chinatsu, ses parents, sont à l'étranger, mais elle reste ici au Japon avec lui. C'est simple. C'est juste ça. Dans le fond, il se ramasse à habiter dans la même maison qu'elle. Et va se rendre compte que c'est peut-être pas si difficile d'y parler, mais peut-être que de pas cacher ses sentiments va être difficile. Donc, c'est ça la question de savoir est-ce qu'il va réussir, tu sais. Il pense qu'elle a un petit ami à un moment donné, il est pas sûr. Le premier tome m'a plu sans vraiment me laisser plus forte impression. J'aime quand même le petit côté de sport où c'est qu'on va le voir pratiquer son badminton, on va le voir faire du basket. C'est pas délaissé, on voit qu'ils ont des buts à aller dans cette direction-là. Et c'est intéressant. Mais, pour l'instant, c'est un premier tome qui m'a laissé un peu indifférent, mais sans plus. J'ai hâte quand même de lire la suite, c'est sûr. Vu le succès que ça a engendré quand même dans le Jump, ça m'intrigue. Voilà. Et j'ai lu le tome 10, enfin, de Hikaru no Go. Donc, avec ses covers toujours magnifiques. Le tome 10 voit enfin la fin de l'examen. On sait si Hikaru a sa licence ou pas et devient professionnel. On continue, c'est des tomes que quand je lis, je suis comme, ok, c'est intéressant, les matchs de Go sont là, sont le fun. L'édition reste sur la coche avec ses pages couleurs, qu'on peut mettre dans le bon sens, et tout, mais je trouve que c'est sans plus, ça me marque pas plus qu'il faut. C'est pas une histoire qui me fait genre, wow! Mais en même temps, peut-être que ça va le devenir. Qui sait? Il me reste la moitié de la série pour le découvrir. Ensuite, passons à une autre maison d'édition où j'ai lu, cette fois-ci, 4 tomes. Je parle bien sûr des éditions Pika et Nobinobi avec leurs 4 tomes. Donc, tout d'abord, j'ai lu le tome 8 de Four Nights of the Apocalypse. Un tome vraiment le fun. J'ai vraiment aimé, encore une fois, parce qu'on rencontre la dernière pièce des 4 cavaliers qui va venir se battre et les aider. Dans le fond, elle est là, Gawain. Et du peu qu'on en sait, c'est probablement la fille de Merlin et Escanor. Ça voudrait dire que les deux auraient eu un enfant. Parce qu'elle utilise à peu près les pouvoirs d'Escanor. Mais elle ressemble beaucoup quand même à Merlin. Et on sait qu'elle vient du même royaume qu'Arthur, donc de Camelot. C'est quand même assez intéressant. Donc, ils sont réunis et enfin, on va les voir se battre ensemble contre... Tout est là. On a beaucoup d'actions dans ce tome. On va focusser sur des petits combats. Et on va avoir le retour de 2 des anciens ennemis de la série qui sont là et qui vont se battre contre eux en mode... Puis quand je dis 2 anciens ennemis de la série, je parle de Seven Deadly Sins, je parle pas de Fortnite, parce que Fortnite est trop récent pour avoir des ennemis aussi récents. Ha! Et c'est le fun de les revoir, c'est le fun de voir Galad et l'autre, Mia Skubnega, c'est ça, se battre. Le combat n'est pas totalement fini, mais ça prouve que des adversaires qui avaient fait beaucoup de mal aux Seven Deadly Sins il y a longtemps, qui sont un peu plus forts maintenant, et qu'on a les Four Knights qui les dominent, ça prouve qu'on est sur une autre longueur. Et j'aime ça. Ensuite, j'ai commencé donc, Pianissimo, qui vient du Shonen Jump, publié chez Nobinobi, et c'est l'histoire de quoi?
C'est l'histoire de Loki, le 7e jumeau. Ils sont 7 enfants nés la même journée. On va y aller de même. Et 6 d'entre eux ont des talents totalement intenses au piano, comme leur père. Mais Loki, il est une schnoute. Il n'est pas bon au piano. Et leur mère, il a été renié de la famille, il habite avec sa tante parce que sa mère est à l'hôpital, tombée malade à cause de lui, qui savait pas jouer du piano, d'après les dires de sa famille, et tout. Donc, c'est rough en partant, on a des chapitres quand même émotionnels. On voit que Loki a une vie pas super, et il va finir par se faire dire par sa mère, joue du piano, je veux que tu deviennes un professionnel. Et c'est ce qu'il va faire. Et on va se rendre compte qu'il est capable d'illustrer, par sa musique, des petites scènes de vie. Oui, c'est une manière de faire des métaphores. Oh oui. Mais ça reste bien pris. Et oui, l'avancement du premier tome va quand même assez vite. Les dessins, il y a des dessins qui sont vraiment fantastiques. Et il y a des dessins que tu fais, ouais, c'est correct. Tu sais, c'est beau, mais c'est correct. C'est pas Blue Box. Blue Box, c'est beau tout court. Ici, il y a des... c'est correct. Mais, c'est vraiment prenant. J'ai hâte de voir jusqu'où Loki va pouvoir aller. Oui, c'est une série en 8 tomes. C'est terminé au Japon. Ça a été cancellé dans le Jump. Ça m'intrigue. J'ai hâte de voir vivement où ça se dirige. Ensuite, j'ai lu le tome 24 de Yona, Princesse de l'Aube. Un tome où Yona veut parler avec Suwon. Suwon est comme... non. Et que la guerre commence à s'immiscer tranquillement pas vite entre le pays de Chine et le pays de Koka. Et on essaie juste d'arrêter ça pour pas qu'il y ait de guerre. Hag va parler à la tribu du vent. C'est beaucoup de blabla dans ce tome-ci. Et on revoit un personnage qui a très longtemps avait aidé Yona. Un autre qui est un comic relief d'une certaine façon. Donc, c'est pour moi un tome qui m'a laissé de marbre un peu plus. Oui, il montre à quel point Yona a évolué, mais... c'est ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, j'ai lu le tome 5 de Rokudenashi Blues, qui, étrangement, commence à me montrer que là, on a une vraie série. Parce que, tout le long du tome, on a un arc tranquillement pas vite qui se met en place, des petits combats. Maeda et ses amis vont se battre, vont affronter. On va apprendre que Maeda, son père, serait en danger de mort, en train de mourir. Et on part en voyage avec tout le monde à la moitié du tome. Et on n'a toujours pas fini cet arc à la fin du tome. J'ai été vraiment satisfait. Oui, l'auteur place des petites bagarres une fois de temps en temps pour nous rappeler que c'est un manga de bagarre. Mais quand il va sur la petite touche émotionnelle, quand il nous rajoute des petits défis entre personnages, quand il nous montre qui est plus fort et tout, ben c'est bien pensé et c'est intelligemment fait. Le cast commence à être de plus en plus agréable pour moi. J'ai hâte de continuer. Là, tout d'un coup, pour moi, rendu à 1/5 de la série, je me dis, ah, ça valait la peine. Eh oui, quand même. C'est à partir de la mi du tome 4, si je me souviens bien, que j'ai commencé à vraiment apprécier. Fait que... Hey. Ensuite, on passe à la prochaine maison d'édition, Gi-Hun, où j'ai lu 4 tomes, encore une fois. Donc, j'ai lu le tome 14 de Vigilante, My Hero Academia, Illegals. C'est l'avant-dernier tome. On a clairement tout d'un avant-dernier tome dans ce tome-ci. C'est le combat contre le boss final. Et ça arrête pas. On est rendu avec des phases au combat. Le méchant numéro 6 développe de plus en plus d'alters, devient de plus en plus puissant avec ses alters. Et on perd probablement notre personnage. Knucklebuster meurt peut-être. C'est pas clair encore dans ce tome-ci. Il revient. Mais c'est pas clair son fate. Mais les dessins sont juste... Qu'est-ce que c'est ça? C'est donc bien beau! Chaque phase du combat m'a plu. Ça se lit royalement vite. J'ai hâte de voir où les auteurs vont amener ça dans le dernier tome. Mais pour moi, des fois, il y a plus de hype à lire ça que la série de base. Pour vrai, là. J'aime vraiment Vigilante.
Ensuite, j'ai enfin lu le tome 6 de Magus of the Library. Un tome qui était long. Il y a quand même un chapitre de 95 pages dedans. Là. On va pas se le gager, des chapitres longs de même, c'est long. Donc, je l'ai lu. On continue de les voir apprendre. On continue, ils essaient de devenir vraiment amis avec la seule fille chiante de l'école. C'est le gros chapitre. C'est intense. Elle est chiante. C'est chiant à lire. J'ai apprécié sans apprécier. Jusqu'à temps que tu arrives au climax de ce chapitre-là et tu fasses OK, ça valait la peine. Respect. Mais sans plus, c'est une bonne lecture. Il y a un petit mystère qui commence à s'immiscer. Puis je suis comme, on est rendu au tome 6. Tu commences à me mettre un mystère. Please. Plus vite. Mais ça reste intéressant. C'est une bonne lecture. J'ai quand même hâte. C'est un tome par an. C'est long. C'est tout ce que j'ai à dire. Par la suite, j'ai lu le tome 7 de Frieren. On se rapproche d'être à jour avec le Japon. Il y a 10 tomes au Japon en ce moment, donc on se ramasse de plus en plus proche. Et on finit la phase de l'examen de sélection des mages. Donc, la conclusion était sympathique. J'ai vraiment apprécié. On part tranquillement pas vite dans le nord. Et on se ramasse encore une fois avec des petits chapitres sympathiques de Frieren qui fait ouais, j'ai appris que la vie était rendue comme ça, et ta. T'as pas l'impression de vouloir plus avancer que ça, Frieren, mais on relaxe, on a des petits moments plaisants, nos héros ont du plaisir à marcher ensemble, et nos deux livres qui ne sont pas Frieren vont s'offrir une petite date à la fin du volume, et c'est cute. Je m'attendais pas à dire ça de Frieren, mais tu sais, c'est cute. Sinon, j'ai aussi lu le one-shot Hideout. De quoi ça cause? C'est l'histoire de Seishi qui est tanné de sa vie de couple, qui est tanné de se faire traiter de merde et qui va essayer de tuer sa femme. Mais de ce fait, il pense l'avoir tuée avec une clé à molette. Mais non, il ne l'a pas tuée. Il se ramasse dans une cave. Et dans cette cave, il y a un habitant. Et cet habitant, ben, il mange des humains. Et donc, on se ramasse avec... On en apprend plus sur le personnage de Seishi qui devient étrangement appealing. Donc, tu sais, genre, on finit par relate to him. Oui, je parle en anglais, mais tu sais, je finissais par me dire ouais, je comprends pourquoi il a fait ça. Je comprends amplement. Même si sa femme est pas morte et il va vraiment finir par l'achever. Les planches sont horrifiques par moments. Les dessins sont magistraux. J'ai rien à redire. Il y avait, c'est oppressant. C'est pas effrayant, mais c'est oppressant comme œuvre. Donc, c'est sûr. Et j'ai vraiment apprécié ma lecture. C'était pas ce que je m'attendais que ça allait être, mais ça m'a absolument pas déplu. Je suis vraiment satisfait d'avoir lu Hideout. Ensuite, on passe à la prochaine maison d'édition. Kazé ou Crunchyroll. Donc, c'est rendu Crunchyroll, mais il y a encore des choses de Kazé que je peux acheter. Donc. Où j'ai lu 2 tomes. J'ai lu le one-shot Miroir de Demizu Pozuka et de Shirai Kayu, les auteurs de The Promised Neverland. C'est quoi? C'est 3 petites histoires, basées sur l'univers de Gabrielle Chanel, ou Coco Chanel comme on l'appelle. La cover. Avez-vous vu ça? Comment c'est beau? Et 2, il mélange le style très japonais des mangas en y ajoutant une fois de temps en temps des éléments qui vont être le fun, plus occidentaux, comme des couleurs. Et à la fin du premier chapitre, on se ramasse avec beaucoup de couleurs. Et j'étais comme, wow, ok. La première histoire sur une petite fille qui vit des petites aventures dans sa tête, c'est cute. La deuxième histoire sur quelqu'un qui se maquille à tous les jours et qui essaye d'être différente, c'est aussi une très bonne histoire. Et la dernière histoire avec un gars qui finit par porter une jupe en se disant « Hey, on est bien dans une jupe » et qui l'assume,
Wow! C'était vraiment bien pensé. C'est des petites histoires avec des dessins formidables. Et j'ai vraiment apprécié ma lecture. C'est une petite lecture. C'est un tout petit tome. Mais pour les pages couleurs, pour les dessins, il vaut amplement la peine. Et si vous êtes fan de The Promised Neverland, qu'est-ce que vous faites sans l'avoir? Allez. Ensuite, j'ai lu aussi chapitre 4. Tome 4, je veux dire. Chez eux. Donc, on continue ici avec la fin de l'arc du Loch Ness, donc du monstre du Loch Ness. Nos héros vont le battre. Et on va rencontrer un nouveau personnage qui s'appelle Gigi. Éventuellement, après avoir fait un petit peu de paroles. Donc, voilà, il est là. Et on va apprendre que lui, ben, ses parents sont en danger, sa maison est peut-être hantée, et on va se mettre en place tranquillement, pas vite dans ce tome-ci, avec des petites aventures sympathiques, mais sans plus. C'est pas le meilleur tome, il n'y a pas de grands enjeux, mais on arrive à la fin et on va chez Gigi où c'est probablement hanté et tout. Et là, on met les bases d'un arc qui va se poursuivre sur les prochains tomes, et j'ai déjà hâte de le relire. Donc, voilà, c'était Dan, tome 4. Maintenant, on passe à la prochaine maison d'édition. Glénat et ses 2 tomes. Donc, chez Glénat, j'ai lu le tome 19 de Dragon Ball Super. Et peu importe ce que les gens disent sur Dragon Ball Super, lisez-le si vous êtes fan de Dragon Ball. Moi, j'ai aucun problème avec. J'ai lu Dragon Ball dans ma jeunesse. Et j'apprécie Dragon Ball Super. Mais bon, on continue ici avec le gros combat de la mort qui tue. Et on va en apprendre plus sur Bardock. Bardak, excusez son nom français. Le père de Goku. Et sur la méthode qu'il avait utilisée pour battre Gas. Gas. Donc, on a vraiment juste du combat à peu près dans ce tome-ci. On n'arrête pas. On va voir Bardak se battre. On va voir Goku se battre. On va en apprendre plus surtout. Et on va voir à quel point Bardak n'était pas un si mauvais père. Donc, c'est sympathique à voir. Et bien sûr, le combat rendu à la fin où c'est qu'ils sont en mode Vegeta et Goku contre-attaque ensemble. What? J'approuve. C'est aussi simple que ça. C'est un des bons tomes de Dragon Ball Super. C'est une des bonnes raisons pour le lire. Oui, il y a beaucoup de tomes qui sont moins bons, mais celui-ci est solide. Donc, voilà. Sinon, j'ai lu cette brique. Le one-shot, 2 tomes, mais en un, de Abara. Qui devient un one-shot, étant donné que c'est ça. De l'auteur de Blame. C'est un méchant pavé qui prend 35 minutes à lire. C'est à cause de quoi? C'est très dur à expliquer. Même l'auteur n'est pas capable de l'expliquer comme du monde à la toute fin de l'œuvre. Mais c'est des dessins splendides. Des scènes d'action qui arrêtent pas. De partout. Avec des créatures vraiment étranges. Et on arrive au milieu du tome en se disant je commence à comprendre. Mais finalement, tu arrives à la fin du tome et tu fais je suis pas sûr, j'ai compris, mon cerveau est peut-être en surcharge. Mais c'est vraiment genre un monde où les créatures que je vous montre depuis tout à l'heure et tuent l'humanité. Et il y a des créatures qui ont été créées artificiellement pour aller les tuer et tout. Donc, c'est ça. C'est tout ce que j'ai réussi à en déduire à peu près. Ça reste prenant, c'est 2 petits tomes rapides avec 2 bonus à la fin. Et ça a été une agréable surprise. J'ai vraiment adoré quand même parce que les dessins sont magnifiques. Puis dans un format de lecture aussi gros, c'est rien là. Là, je vous montre comparé à un tome régulier, mais comparé à une édition de luxe, il est plus grand quand même. Donc, vraiment une très belle lecture. Si vous voulez le lire, c'est un tome, ça se lit bien. Voilà. Par la suite, les petites maisons d'édition, que j'ai pas lu beaucoup de choses. On y va pour chez Noéve Graphics, avec un tome. Welcome to the Ballroom, tome 5.
C'est sûr, quand Noévé arrive, c'est un tombe, c'est la seule série que je lis chez eux. Puis ça sort tellement compte-goutte que j'en lirai pas d'autres. On continue avec notre héros qui veut s'améliorer en danse. Il faut qu'il trouve une partenaire. Parce que Tatara n'a pas de partenaire en ce moment. Et on va passer le tome à le voir s'en aller au lycée, parler avec d'autres personnes, rencontrer, voir son prof danser. Et quand on voit son prof danser, tu fais « Ok, son prof sait danser. C'est pas un prof pour rien. » Les dessins restent sublimes. Oui, on se doute très bien qui sera sa prochaine partenaire. Tatara. C'est évident d'emblée, dès qu'on la rencontre. Mais de le voir gagner sa confiance à elle, de la voir, elle, s'ouvrir tranquillement pas vite, c'est ce qui fait le charme de l'œuvre. La qualité reste parfaite. J'ai rien à redire. Et j'ai déjà hâte de lire le prochain tome. Donc, c'est ça. On passe maintenant aux éditions Kurogawa. Shiki, je n'ai lu qu'un seul tome aussi. Donc, j'ai juste lu le tome 14 de la Perfect de Full Metal Alchemist. Donc, on continue. On continue Full Metal tranquillement pas vite. Edward vient juste d'être porté disparu. On va suivre un petit peu plus Al qui va recroiser son papa. Il va pouvoir enfin parler avec Hohenheim. On a d'ailleurs une magnifique page couleur juste après. J'ai rien à dire sur ça. Et on va mettre en place tranquillement pas vite l'arrivée de l'arc final. Greed, qui mérite la cover, va avoir un trouble de personnalité et va attaquer Bradley chez lui. Et après ça, faire une fugue et retrouver et retrouver Edward. Et en le retrouvant, il va faire genre, ok, c'est beau, gars, je serai ton chef, mais on s'accompagne, on s'aide, on est amis. Ouais, on est rendu à cette étape-là. Greed fait partie de nos alliés. On va apprendre aussi que l'armée a un amalgame de cadavres pour servir éventuellement de zombies, on va appeler ça de même. Des gens qui vont prendre les armes et qui vont juste servir à faire ça. Non, à avoir une arme qui va les accueillir et à être des soldats, donc une armée invincible. Et on va apprendre qu'il y a un jour qui s'en vient au printemps, donc une date très proche, qui sera le jour où, justement, ils vont faire en sorte que tout pète, puis la pierre philosophale et tout. Donc, on a une belle mise en place dans les premiers 2/3 du tome. Et après ça, on a le début de l'arc final d'une certaine façon, avec Bradley qui se fait attaquer dans son train et que ça explose. On a des petits combats, on a Selim qui arrive, le fils du président, qui arrive dans le corps, Selim, dans le corps de Al, en mode genre, haha, viens-t'en, Edward. Et on a un petit combat avec lui, Gluttony, et un retour d'un personnage qui revient à la toute fin du tome. C'est un tome qui se lit très bien, c'est un très bon tome. On voit qu'on arrive dans l'arc final, on voit qu'on avance beaucoup. Il reste 4 tomes à cette édition Perfect, j'ai déjà hâte de les relire. J'apprécie beaucoup plus ma lecture de Full Metal présentement que je l'appréciais la dernière fois que je l'ai lu en édition double. Donc, quand même. J'ai hâte de voir si ce sera jusqu'à la fin ou si à la fin je vais me dire ouais, finalement, c'est la même série que d'habitude. Qu'est-ce que vous voulez? On passe maintenant à Panini. Les éditions Panini avec un seul tome de lu ce mois-ci. Le tome 5 de la nouvelle édition Perfect de City Hunter. Et quelle déception que ce tome 5. Tout d'abord, j'ai une erreur d'impression. Il me manque 2 chapitres. Les chapitres genre 82 et 83 ou 83-84 n'existent pas. Ça saute de nulle part à nulle part. Pour vous le montrer. Ouais. ça saute de... Allons rencontrer les vilains. Ils ont déjà attaqué nos héros. Qui sont partis. Ça saute de nulle part. Mais pour le reste, on continue les histoires de Rio. On finit l'enquête de la dernière fois avec la fille du réalisateur. C'est touchant, c'est une belle finalité. L'enquête suivante parle tellement dans toute la ceinture que c'était
indigeste pour moi. J'ai vraiment pas apprécié. J'ai presque été content d'avoir 2 chapitres de moins à lire. Parce que j'ai comme même pas l'impression d'avoir raté tant que ça. Tellement il y avait de jokes, de moqueries à chaque 2 pages et demie. Par la suite, on rentre dans l'arc qu'il y a sur la cover avec une infirmière. Cet arc-là était vraiment sympathique. J'ai beaucoup plus apprécié cet arc-là qui, pour voir la cover en plus belle tant qu'à moi, qui était quand même pas pire de protéger une jeune infirmière qui est très maladroite et très mauvaise. Parce qu'il y a des tueurs qui veulent après sa vie parce qu'elle hérite d'un richissime quelqu'un. C'était quand même bien utilisé. C'était pas la meilleure séquence, mais les jokes passaient mieux puis il y avait moins d'abus. C'était comme... on allait plus vite. Et ensuite, ben, on a une histoire avec Saiki, Saiko, Saikra. Saiba, Saikra. Qu'on avait eu dans le 2e tome, l'ancienne assistante du frère de Kaori. Et c'est une autre enquête qui utilise quelques jokes, quelques façons de faire rapides et des petits points. Mais j'ai vraiment apprécié encore une fois l'enquête. C'était bien mené. Oui, c'est répétitif, mais ça reste comme un gag manga de fond. Avec des jokes bien placés, puis une fois de temps, des séquences assez sympathiques d'action qui me font dire, ok, l'auteur est capable de tout dessiner, c'est le fun. Donc, ça reste sympathique, mais ça me déçoit que Panini vous ayez fait une erreur dans une édition perfect comme ça, au prix qu'elle coûte, c'est décevant. Mais je vais clairement garder le tome pareil, parce que, ben, au final, il m'a rien coûté ici, étant donné qu'on a une boutique au Québec qui s'appelle l'Imaginaire, et qu'après 10 achats, on obtient du crédit en magasin, donc je l'ai acheté avec ce crédit. Je suis content. Parce que dépenser 30$ pour ça, une erreur d'impression, j'aurais été déçu. Mais bon. Sinon, on parle aussi de Meian. Meian Édition. Où j'ai lu un tome. Donc, j'ai lu Kingdom 66. Évidemment, j'ai lu 65 le mois passé. On commence la guerre contre la bataille de Gian, donc contre Shao, contre Riboku, et, mon Dieu, quel début de guerre qui est au désavantage de notre. C'est du insane contre insane. Shao a le double des troupes et plus. Donc c'est vraiment intense en partant. J'ai vraiment apprécié le début, j'ai apprécié l'esprit vif de Shin. Shin domine solide dans ce tome. Et on a des combats qui finissent. On a des personnages qui meurent, qu'on connaît depuis des tomes et des tomes. Ça vient chercher un petit peu, je le spoilerai pas. Shin va se battre. Tout le monde se bat, en fait. C'est de l'action, par-dessus de l'action dans ce tome-ci. Pas de mise en place, c'est pas le temps. On l'a eu le tome d'avant. Et même Riboku voit pas tous les retournements de situation arriver. Et pour ça, pour moi, c'est vachement intéressant. Vraiment, j'attends le 67-68 avec impatience. C'est Manga Fan qui vous dit. N'oubliez pas de liker, poster, partager. Abonnez-vous et commentez tout ce que vous voulez sous les vidéos. Ça peut me donner des idées, ça peut me donner le désir de vouloir faire plus de contenu. J'ai des idées de vidéos, c'est juste que je me dis, on n'est pas encore beaucoup, puis ça vaut-tu vraiment la peine que je les fasse? Et si vous en avez des idées, dites-moi-le, ça me fait plaisir de les faire. Et ben sur ce, c'est Manga Fan qui vous dit bonne lecture. Bye!